Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast pour la route. Le sujet du jour risque d'en intéresser beaucoup parmi vous. On va jaser d'Internet mobile sur la route. On va parler de tous les types de connexions possibles, que ce soit de l'Internet par fil, par câble, exemple les réseaux Wi-Fi qu'on peut trouver dans des commerces, soit des Starbucks, des Walmart, dans des commerces qui offrent du Wi-Fi ou des campings, des fois qui vont l'offrir quand on est installé sur place. On va parler de connexion cellulaire, donc quand on va soit utiliser notre téléphone cellulaire pour avoir de l'Internet sur la route ou qu'on utilise un hotspot, un petit appareil comme ça, un genre de routeur qui va capter les ondes cellulaires, puis nous créer un réseau Wi-Fi autour de nous. Et on va jaser bien sûr de notre bon vieil ami Starlink, qui est juste derrière moi, qui est une connexion par satellite, donc il va utiliser les satellites pour recevoir son Internet et nous le redistribuer sous forme de réseau Wi-Fi à l'intérieur de notre véhicule. Pour les voyageurs comme nous, ça va être plus les options 2 et 3, donc l'option de cellulaire et l'option de Starlink qui va être les plus utiles parce qu'on s'entend que le Wi-Fi, comme on a à la maison, est moins facile à capter quand on est sur la route. Parfois, ça va arriver de temps en temps qu'on va se dépanner avec l'Internet d'un café ou d'un commerce public, mais c'est bien rare que ça va être suffisant, surtout si on n'est pas vraiment dans un endroit optimal directement tout près du routeur. C'est pas évident de réussir à avoir une connexion Wi-Fi câblée à très haute vitesse. Fait que ça va être plus du cellulaire et du Starlink qui va être combinés ensemble pour faire le meilleur arsenal d'équipements pour avoir Internet sur la route. Premièrement, on va commencer par jaser de Starlink. Pour ceux qui ne connaissent pas cette bébête-là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je vous mettrai peut-être un petit lien dans la description de la vidéo vers toutes les vidéos que j'ai produites par rapport à Starlink, mais je vais vous faire quand même un petit topo dans le fond, comment ça fonctionne Starlink. C'est que sur la planète, il y a des stations au sol un petit peu partout qui, eux autres, envoient du réseau d'Internet vers des satellites qui, eux, redistribuent ça à la grandeur de la planète. Donc, ce qui est vraiment intéressant, puis la grande révolution qu'il y a là avec Starlink, c'est que ça permet d'avoir Internet un peu partout sur la planète. Il n'y a pas de restriction, on n'est pas obligé d'être proche d'une antenne parce qu'étant donné que l'Internet arrive du ciel par les satellites, du moment qu'on a une vue complète du ciel dégagée, comme j'ai là présentement ici, pas aucun arbre, aucun immeuble dans les jambes pour nuire à la réception des satellites, là, à ce moment-là, on est capable d'avoir Internet. Donc, dans le milieu d'un parc national, dans le milieu de nulle part, ça peut fonctionner, puis on peut avoir de l'Internet avec une très bonne vitesse. C'est quand même assez épatant au niveau de Starlink. On peut s'attendre à des vitesses jusqu'à environ 100 mégabits seconde en download. Et en upload, ça le ralentit beaucoup dernièrement. J'avais eu des très bons résultats dans les premières années de Starlink, mais là, je dois dire que dernièrement, peut-être c'est à cause de mon utilisation où ils se sont mis à ralentir ma connexion à moi directement, mais c'est bien rare que je vais dépasser les 10 mégabits seconde. Puis même en download, c'est plus rare que j'atteigne le 100 mégabits qui était promis au départ. Donc, dans les éléments pour, je me suis fait des notes un petit peu pour ne pas rien oublier parce qu'il y a beaucoup de points techniques dans la vidéo d'aujourd'hui. Les pour, c'est que ça fonctionne partout en fait partout sur la planète pratiquement. La vitesse est très rapide. Les données sont presque illimitées. Au départ, Starlink offrait des données illimitées. Là, maintenant, ils ont réduit à 1 téraoctet. Puis après ça, on est supposé de ralentir de vitesse. Si on veut, on peut payer plus cher puis avoir plus de données et des données prioritaires pour avoir une vitesse encore plus rapide pour ceux qui ont vraiment un besoin essentiel. Je dirais que même nous, je pense que c'est tellement dispendieux que ça ne vaut pas vraiment la peine pour nous. Je pense que c'est peut-être plus pour ceux qui ont des compagnies qui ont des besoins exemple des services d'urgence, des gens qui sont peut-être qui font du rescue, des trucs comme ça, qui ont peut-être besoin de l'Internet rapide en tout temps puis d'avoir jamais aucun ralentissement. Mais sinon, autrement, c'est beaucoup trop cher. Dans les points négatifs de Starlink, il y a en premier, c'est que ça coûte cher. Deuxièmement, c'est que ça prend une vue complètement dégagée du ciel. Ça peut paraître banal, mais c'est quand même assez rare qu'on va réussir à retrouver ça, surtout si on voyage en van ou en camping. La majorité des campings ont soit des arbres, soit des constructions, des toits. Il y a toujours quelque chose qui vient nuire à notre réception. Puis ce qui va arriver, c'est que si on a un arbre qui nuit, bien, on va avoir des coupures à toutes les 5 minutes ou à toutes les 2 minutes, selon à quel point on a de l'obstruction avec le ciel. Fait qu'idéalement,
Puis en plus, c'est un peu contre-intuitif parce que normalement, quand on est dans un VR, on essaie de se mettre à l'ombre, idéalement, pour limiter notre besoin en air climatisé s'il fait soleil, exemple. On essaie toujours de se trouver un endroit ombragé alors qu'on veut que l'antenne, elle, soit vraiment dégagée au complet. Puis quand je parle dégagée, c'est vraiment mettons 180 degrés autour de l'antenne, là, partout. Il faut qu'il n'y ait aucune obstruction parce que les satellites, eux autres, ils se promènent. Là, fait que l'antenne, elle va essayer d'en capter un, puis du moment qu'il va y avoir de l'obstruction, elle va arrêter de le capter. Donc ça va nous nuire. Puis ça, c'est vraiment un enjeu, là, l'obstruction avec le ciel, parce que honnêtement, à date, ça nous est arrivé très, très souvent d'avoir ce problème-là sur la route. L'autre point aussi, c'est que ça consomme énormément d'énergie, Starlink. On parle de 80 watts, à peu près 50 à 80 watts en continu, et ça, c'est en été, parce qu'en hiver, elle va consommer encore plus, parce que là, elle va essayer de faire fondre la neige qui est sur l'antenne en plus. Fait que c'est quand même une bonne consommation. Ça n'a pas l'air énorme, dit comme ça, là, 50 à 80 watts, mais dites-vous qu'un panneau solaire de 100 watts, va nous donner ça comme rendement optimal, vraiment juste avec un soleil de midi parfait pendant seulement quelques heures dans la journée. Donc, ça utilise une grosse partie de la production d'énergie alternative. Donc, tous les chalets off-grid ou les VR qui n'ont pas énormément d'énergie solaire ou pas beaucoup de surface pour mettre des panneaux, c'est peut-être sur une grosse fifth wheel ou un gros motorisé avec énormément de place sur le toit où on peut mettre 2-3 000 watts de panneaux solaires, c'est peut-être pas un enjeu, mais pour une petite vanne comme ça qui peut avoir à peu près 300-400 watts de solaire au maximum, c'est une grosse consommation, puis c'est vraiment à prendre en considération. Puis c'est un petit peu plus plate à gérer parce qu'on doit, justement, vu que ça consomme beaucoup, on doit le fermer aussitôt qu'on ne l'utilise pas. Mais si, exemple, on attend des courriels, bien là, il faut le laisser allumer. Ou si moi, je fais l'exemple des uploads de vidéos sur YouTube, ça prend des heures. Fait que ça nous oblige à garder Starlink en marche pendant des heures de temps. Fait que c'est pas l'idéal à cause de la grosse consommation d'énergie. Une autre chose aussi, c'est que l'installation est un peu complexe. Soit on peut l'utiliser sans installation, un peu comme moi je le fais, là, on la met sur son petit trépied, mais à chaque fois qu'on s'installe à notre campement, on doit sortir l'antenne, dérouler notre fil, venir brancher notre fil. À chaque fois qu'on veut ranger l'antenne, même chose, on refait tout à l'inverse. Ça prend quand même beaucoup d'espace de rangement. C'est pas petit comme antenne, ça prend de la place quand même. Fait que c'est pas idéal. Puis sinon, bien, si on veut faire une installation complète, un peu comme moi j'avais fait sur notre Lucky à l'époque, soit de l'encastrer ou d'en faire une installation à plat sur notre véhicule, bien d'un, c'est complexe, ça a des coûts supplémentaires. Puis, il y a aussi des enjeux à l'utiliser à plat. Les performances sont un petit peu réduites parce qu'il ne va pas pointer exactement dans la bonne direction. Puis, on va être limité il va vraiment falloir stationner notre véhicule directement à un endroit où il n'y a aucune obstruction. Donc là, on est obligé des fois d'être en plein soleil, ce qui n'est pas l'idéal. Aussi, bien, si on ne fait pas la modification comme moi j'avais fait, bien, on ne peut pas s'en servir quand il est en mouvement parce que l'antenne est conçue pour être installée sur un trépied comme ça à plat. Donc, on doit s'en servir uniquement une fois sur place, mais on s'entend que sur la route, c'est bien important d'avoir du réseau en mouvement. Fait que c'est pas l'idéal pour ça. Fait que bref, ça, c'est un peu les avantages et désavantages de Starlink. Il faut aussi considérer le coût de l'achat d'équipement parce que quand on achète l'antenne, il y a un coût initial d'achat d'équipement. Les prix varient souvent. Là, des fois, ils font des promotions. Des fois, les prix sont en baisse, là, mais on peut s'attendre à payer environ entre 300 et 600 $ à peu près pour notre équipement si on prend l'antenne de base. Puis sinon, bien, il y a l'antenne haute performance qui coûte 2 ou 3 000 $ là, qui est très, très dispendieuse. Puis les forfaits de données sont quand même assez chers aussi. On parle d'environ 170 $ par mois, plus taxes, pour l'utilisation mobile. Donc, si on veut un forfait où on est en déplacement, si vous êtes dans un camping où vous êtes stationnaire à l'année puis vous avez juste besoin d'un emplacement en particulier, là, à ce moment-là, c'est 140 $ si je ne me trompe pas. Puis bien, après ça, peut s'ajouter des dollars supplémentaires si vous voulez des données en priorité, comme je parlais tout à l'heure. Donc, si vous voulez ne pas avoir de ralentissement, si vous êtes dans... Moi, j'ai connu à date beaucoup de ralentissement quand on est dans des zones où il y a beaucoup de monde qui utilise Starlink en même temps. Exemple, en Floride pendant l'hiver. Je l'ai vu à quelques endroits au Mexique, à des endroits où il n'y a pas de réseau, où tous les voyageurs arrivent dans un gros camping, puis tout le monde a une antenne Starlink. Bien là, on vient saturer, ils appellent ça des cellules, là, mais saturer, dans le fond, le secteur où on est. Les satellites sont comme saturés, puis là, bien, on a des grosses baisses de vitesse. J'ai connu jusqu'à du 10 mégabits seconde, même en download, avec pratiquement 1 ou 2 mégabits seconde en upload. Fait que ça ralentit considérablement. Fait qu'il y a ça qui est à prendre en ligne de compte.
Ensuite, maintenant, l'Internet par cellulaire. Les avantages de l'Internet par cellulaire, premièrement, le coût est moindre présentement là, que de Starlink. On peut avoir des vitesses très, très rapides avec maintenant la 5G. Ça va nous amener à des vitesses très, très performantes. On peut aller jusqu'à 1000 mégabits si on est tout proche d'une antenne 5G. Par contre, aussitôt qu'on s'éloigne, là, ça ralentit un peu, mais on peut s'attendre à des vitesses quand même comparables à ce que Starlink peut nous offrir. Il existe des forfaits avec des données illimitées où des fois, on va avoir du vrai illimité ou des fois du illimité avec un ralentissement après un certain bloc de données. Donc, ça se fait quand même d'avoir des gros blocs de données pour les gros utilisateurs comme nous, même en Internet par cellulaire. Les désavantages... Ah non, excuse, il me reste encore des avantages. Ça ne prend pas bien d'espace parce qu'en fait, soit notre téléphone ou soit un petit hotspot comme ça, donc ça ne prend pas d'espace de rangement. Ça va fonctionner en mouvement sur la route, donc il n'y a aucun enjeu de l'utiliser pendant qu'on roule. Fait qu'on va être capable d'avoir notre GPS en tout temps puis de consulter Internet pendant qu'on est en mouvement. Ensuite, c'est portatif. On peut l'amener avec nous aussi, mettre ça dans notre sac à dos. Moi, je peux enlever les antennes puis le mettre juste dans mon sac à dos, puis ça prend presque pas de place. Ça fonctionne encore bien pour toute la journée. Sinon, on a notre cellulaire aussi dans nos poches qui peut fonctionner partout. Ça va fonctionner même s'il y a de l'obstruction. Si jamais je suis dans le bois puis qu'il y a des arbres autour de moi, il n'y a aucun enjeu. Ça peut fonctionner quand même malgré tout. Donc, pour ça, et ça ne nécessite pas d'installation complexe comme Starlink si on veut le mettre à plat ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'enjeu pour ça. Les désavantages, par contre, ça fonctionne seulement où il y a des antennes. Donc, ça nous prend, on voit souvent des grandes antennes là, sur le bord de la route avec des genres de trucs blancs qui vont diffuser justement du réseau, du signal cellulaire. Donc, ça en prend un petit peu partout pour que ça fonctionne. Donc, si on se trouve dans le milieu d'un parc national, dans le fin fond de nulle part, au Mexique, il y a beaucoup d'endroits où il n'y en a pas du réseau cellulaire. Même au Québec, aussitôt qu'on quitte les grands centres puis qu'on s'en va là, en région, il y a beaucoup d'endroits où on n'aura pas de réseau cellulaire, donc on ne pourra pas utiliser nos appareils. On va avoir juste rien pantoute qui va fonctionner. Ensuite, c'est assez rare qu'on va trouver des forfaits illimités à pleine vitesse ou des forfaits aussi gros que 1 téraoctet comme on peut avoir avec Starlink. Fait que ça, c'est peut-être l'autre désavantage de l'Internet par cellulaire. Et là, quand on est par cellulaire, bien, il existe 2 façons de fonctionner. Soit vous pouvez utiliser votre téléphone comme source de réseau Wi-Fi. Donc, vous pouvez partager l'Internet, votre réseau cellulaire, en créant un réseau Wi-Fi autour de vous avec votre téléphone. Fait que ça, c'est une des premières façons. Ça ne coûte pas besoin d'acheter d'équipement comme un hotspot comme ça. Ça fonctionne quand même bien, mais pour ceux qui travaillent vraiment avec ça comme équipement, bien, de un, ça va brûler votre batterie très rapidement. De deux, les connexions se défont assez souvent pour justement sauver la batterie de votre téléphone. Souvent, le réseau va couper puis il va falloir se reconnecter. Donc, c'est pas idéal. Puis on ne peut pas connecter un nombre illimité d'appareils sur un téléphone. Il y a une limite de nombre d'appareils qui pourront utiliser l'Internet du téléphone en même temps. Fait qu'il y a ça qui est un enjeu. Puis aussi, bien, on peut rapidement passer à travers notre forfait de téléphone si on utilise juste un forfait de téléphone cellulaire. L'avantage d'avoir un hotspot comme celui-ci, entre autres celui-ci qui est offert avec notre commanditaire qui est Mission LTE, c'est qu'on n'utilise pas les données de notre téléphone. C'est vraiment un forfait à part qu'on va utiliser, nous, dans notre cas, juste pour le travail. Puis, avec cet appareil-là, bien là, on peut connecter une multitude d'appareils, donc les iPads, les téléphones, si vous avez des caméras, des détecteurs, des sensors de température, tous les appareils intelligents que vous pourriez vouloir connecter avec, ça vous crée vraiment comme un réseau Wi-Fi, un peu comme vous avez à la maison, en supplément de votre forfait de téléphone cellulaire. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là. Puis, ils ont des forfaits qui sont très compétitifs. Puis maintenant, justement, Mission LTE ont des forfaits qui font Canada, États-Unis et Mexique pour les gens qui sont nomades comme nous. Si jamais ça vous intéresse, ils vont avoir leur kiosque au Salon du VR dans les prochains jours. Fait que si vous passez faire une visite au Salon du VR, ils vont même avoir des rabais sur ces nouveaux forfaits-là, Canada, États-Unis, Mexique, qui sont très intéressants, que nous, on utilise déjà depuis notre départ. Nous, de notre côté, étant donné qu'on a besoin de beaucoup de données, on a besoin qu'Internet fonctionne en tout temps, c'est plus un combo de tout ça qui devient notre arsenal pour avoir Internet partout sur la route. On utilise notre forfait de hotspot quand on en a besoin. Quand, par exemple, on est stationné à un endroit où il y a des obstructions puis que Starlink ne peut pas fonctionner, quand on est sur la route en mouvement, qu'on a besoin d'Internet, on prend notre forfait avec Mission LTE. Puis quand on part pour explorer pour la journée, bien, question de ne pas épuiser les données de notre forfait avec Mission LTE, bien là, on part juste avec notre téléphone où on active nos données vraiment minimum pour que ça coûte le moins cher possible. Puis on a quand même accès à Internet sur notre téléphone. Fait qu'en regroupant tout ça ensemble, ça nous permet vraiment d'avoir Internet en tout temps.
Il y a aussi au niveau de la vitesse, ça peut être assez intéressant parce que ces appareils-là ont des antennes beaucoup plus puissantes que ceux de notre téléphone cellulaire. Fait que si vous voulez utiliser de l'Internet par cellulaire, on a une bien meilleure réception avec un appareil de ce type-là. Il existe aussi des antennes qu'on peut mettre à l'extérieur, qu'on peut mettre sur le dessus de notre véhicule pour vraiment maximiser parce que si on utilise juste un petit routeur comme ça ou notre téléphone à l'intérieur du véhicule, on s'entend que le VR, c'est souvent une cage en aluminium qui vient réduire la réception cellulaire. Donc, en ayant un appareil comme ça avec des antennes à l'extérieur, bien là, on a une bien meilleure réception. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant à savoir au niveau de l'Internet cellulaire, c'est qu'il existe des accessoires qui vont nous permettre d'avoir une meilleure réception, que ce soit pour du Wi-Fi public ou que ce soit pour de l'Internet par cellulaire. On va vraiment dissocier les deux parce que ça, je me fais souvent poser la question de c'est quoi le meilleur appareil pour booster notre signal. Il existe vraiment différents appareils pour différents cas d'utilisation. Si, par exemple, vous êtes dans un camping qui offre du réseau Wi-Fi gratuit, puis que vous voulez l'utiliser, mais vous vous retrouvez à être un petit peu trop loin du routeur, ou, exemple, vous êtes dans un stationnement proche d'un Walmart qui offre du réseau Wi-Fi, mais vous êtes encore une fois un petit peu trop loin du routeur, puis ça ne rentre pas bien ou la vitesse n'est pas bonne, là, vous pouvez utiliser un appareil qui s'appelle le Wi-Fi Ranger, qui va vous permettre de booster le signal Wi-Fi public des réseaux autour de vous, donc que ce soit le camping, que ce soit n'importe quel commerce qui l'offre, ou même si vous êtes proche de votre maison puis vous voulez que votre routeur de la maison puisse rentrer dans le VR, bien avec un Wi-Fi Ranger, c'est une antenne que vous allez fixer sur le toit de votre véhicule, que vous allez laisser là en tout temps, puis avec le routeur à l'intérieur, vous allez vous recréer, comme rediriger ce réseau Wi-Fi-là à pleine puissance à l'intérieur du véhicule. Fait que ça, le Wi-Fi Ranger, c'est disponible. Est-ce que c'est indispensable? Non. Je dirais que le Wi-Fi Ranger, pour l'avoir testé pendant quelques années, on l'avait sur notre Airstream. On n'en a pas réinstallé sur notre Lucky et on n'en a pas non plus maintenant sur notre Safari Condo parce que, en général, les réseaux Wi-Fi publics, d'un, c'est pas nécessairement les réseaux les plus sécuritaires. De deux, c'est rare qu'il y ait des données qui sont très, très rapides ou très performantes. Puis le Wi-Fi Ranger, ça fonctionne de temps en temps, mais ça donne pas des résultats aussi optimaux qu'on l'espérait. Fait que je dirais que le Wi-Fi Ranger, à part si vous êtes vraiment dans un camping, exemple saisonnier ou pendant une longue période, puis vous savez que vous voulez juste booster, il vous manque juste un petit peu de distance pour réussir à booster, peut-être que là, ça peut vous être utile, mais sinon, c'est pas indispensable. Ensuite, il y a l'antenne WeBoost qui, elle, là, on va vraiment dissocier. Là, tantôt, le Wi-Fi Ranger, c'est vraiment pour les réseaux Wi-Fi. Le WeBoost, c'est vraiment pour booster le signal cellulaire, donc pour les antennes qu'on va retrouver un peu partout dans toutes les villes, pour booster le signal qui va rentrer dans votre appareil, dans votre hotspot ou dans votre téléphone. Ça vous prend une antenne qui s'appelle le WeBoost, une antenne que vous allez mettre sur le toit de votre véhicule ou à l'arrière sur une échelle, peu importe. Ça va venir capter puis augmenter la puissance du signal cellulaire, puis ça va vous le rediriger à l'intérieur avec une autre antenne à l'intérieur qui va venir booster les appareils qui vont être tout près de cette antenne intérieure-là. Le WeBoost, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus utile dans notre situation que le Wi-Fi Ranger. On l'avait installé sur notre Lucky. Par contre, je ne l'ai pas installé sur la van Safari Condo parce que je ne trouve pas que c'était assez indispensable, surtout maintenant qu'on a Starlink qui vient pallier un peu à ces endroits-là où on est un peu trop loin. Mais parfois, dans le fond, le WeBoost, ce qu'il peut faire, c'est à un endroit où on est stationné, où on a une barre ou deux de signal, bien là, on va se ramasser peut-être à avoir 3 ou 4 barres puis avoir un Internet qui va être fonctionnel. Mais c'est vraiment dans des cas d'utilisation très spécifiques. Là, vous entendez peut-être la chorale des chiens mexicains qui vient de commencer derrière moi. Donc, c'est ça pour WeBoost. C'est pas indispensable, mais je pense que pour des gens qui sont des travailleurs nomades, qui ont besoin de vraiment un réseau le plus stable possible en tout temps, puis pour qui le coût de l'équipement n'est pas un gros enjeu par rapport au fait que ça permet de travailler un peu partout, je pense que ça peut être un peu plus utile que le Wi-Fi Ranger. Mais je dirais que dans l'ordre, si vous avez un peu d'argent à investir, comment j'irais, c'est que premièrement, si vous n'avez pas des énormes besoins en Internet, peut-être juste votre téléphone puis d'aller grossir votre forfait de données, ça peut convenir. Si vous travaillez puis vous faites de temps en temps des rencontres en vidéo, que vous avez des uploads de fichiers plus lourds à faire de temps en temps, je pense que de faire l'ajout d'un forfait avec Mission LTE et d'avoir un hotspot comme ça pour pouvoir connecter tous vos appareils. Si vous êtes un couple à travailler, vous avez 2 ordi en même temps, plus les téléphones, ça peut être intéressant d'avoir cet ajout-là à votre arsenal. Et si vous êtes des gens qui partez souvent à l'aventure dans des endroits où il n'y a jamais de signal, où vous voulez
voulez vraiment être seul avec la nature, bien là, à ce moment-là, l'ajout de Starlink peut être indispensable. Puis là, bien, après ça, bien, s'ajoute le WeBoost et le Wi-Fi Ranger si vous voulez vraiment compléter un arsenal complet et de maximiser toutes vos possibilités d'être connecté en tout temps sur la route. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont sûrement me dire que vous allez en camping pour déconnecter, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens comme nous qui travaillent sur la route, qui profitent de la nature, mais en même temps qui ont besoin d'une connexion pour être capable de continuer à faire des aventures comme ça. Fait qu'il ne faut pas non plus dénigrer les gens qui ont besoin d'Internet sur la route. C'est pas nécessairement juste pour le divertissement, mais ça peut être pour le travail. Ça peut être intéressant par contre aussi pour le divertissement si vous voulez regarder la télé sur la route, si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube, si vous voulez regarder des vidéos de prêt pour la route, avec Internet sur la route, ça vous prend ça. Fait que bref, ça fait un petit peu le tour de toutes les options d'Internet qui existent sur la route. Je ne voulais pas m'embarquer trop dans les détails de tous les forfaits parce que c'est souvent en mouvement. Il y a souvent des promotions d'une compagnie à l'autre qui vont offrir de l'Internet illimité par-ci, par-là. Mais je pense que j'ai couvert à peu près tous les sujets, toutes les façons d'aller chercher de l'Internet aujourd'hui sur la route en 2024. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Si jamais il vous en reste des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Puis moi, bien, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait qu'on se dit à la prochaine. Puis en passant, bien, manquez pas le Salon du VR de Montréal qui s'en vient sous peu. Si vous voulez aller voir les gens, nos amis chez Mission LTE, puis découvrir leur nouveau forfait Canada, États-Unis et Mexique, c'est l'occasion de le faire puis d'aller chercher des petits rabais pour ça. Merci à tous et à la prochaine. Salut!